Bonjour à tous, Interaction, dernière émission de cette année avant la trêve des confiseurs. On a le plaisir de retrouver autour de la table Thomas Louis, le gérant. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas. Hubert Tassin, l'analyste. Bonjour Hubert. Bonjour. Bienvenue à tous les deux messieurs. On attaque tout de suite par la rubrique Tendance. Alors, on va découvrir ensemble la performance d'Interaction depuis le début de l'année et depuis la semaine dernière. Hubert, un commentaire ? C'est pas si mal. On continue à garder de l'avance par rapport au CAC 40. On la creuse même légèrement sur une semaine de très forte reprise, de 2,8% cette semaine. Donc c'est pas forcément facile d'être dans les tendances. Et ça confirme le stock picking, puisque effectivement le pétrole que nous n'avons pas est à la traîne et nous avons le reste. Ainsi que le luxe. On aura l'occasion d'en reparler. On va en reparler en détail. Thomas, un mot sur cette annonce de la semaine tant attendue après 9 ans, première hausse des taux d'intérêt américains par Janet Yellen. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a été préparée cette annonce. La colombe, Janet Yellen. La colombe, en fait, on le saura que dans les quelques semaines qui viennent, à vrai dire. J'ai plutôt bien aimé, moi, la réaction plutôt contenue des marchés, ni euphorie, ni crainte. On fait très attention à ce qui est dit. On voit clairement quand même qu'on s'inscrit dans une tendance de remontée lente des taux d'intérêt. C'était un des thèmes que Paul, notre économiste, souligne très souvent. Ça va prendre beaucoup plus de temps, ce qui est normal compte tenu de l'ampleur de ce qui avait été mis en place. Malgré tout, elle prévient déjà, on sera sans doute autour de 1,5 en 2016 et 2,5 en 2017. Voilà, ça s'appelle graduel, mais ça serait sûrement une bonne nouvelle, puisque historiquement, sur des années historiques, les taux courts de la Réserve fédérale sont au niveau de ce qu'on appelle la croissance effective, c'est-à-dire la croissance plus l'inflation. Donc, en nous annonçant 2,4% de croissance l'année prochaine, 1,6%, être à 4 ne serait pas anormal. Donc, tant qu'on est en dessous de 4, on va dire qu'on est effectivement une colombe. C'est une hausse de colombe, comme ils ont dit, ou un relèvement de colombe. Par opposition aux faucons, il y a les colombes et les faucons, c'est comme en Israël. Alors, ça clôt une année extraordinaire des banques centrales, puisque la BCE est rentrée dans le jeu cette année. Après la Banque du Japon, après la Banque d'Angleterre, la BCE est rentrée dans le jeu avec finalement sur un an une baisse de l'euro de 11% à peu près, alors que le yen avait fait ce chemin-là l'année d'avant. Donc Elle est quand même curieuse, Janet Yellen, parce qu'elle se pose elle-même la question, pourquoi remonter les taux alors qu'il n'y a pas beaucoup d'inflation, me direz-vous ça vous convainc son argument C'est vrai qu'on est dans un contexte où il n'y a pas d'inflation. Alors oui, mais il n'y a pas d'inflation et il y a des pressions désinflationnistes et pas déflationnistes. Et c'est ça le plus important. Avec le pétrole notamment. Avec l'énergie. C'est d'ailleurs, on est arrivé à un point aujourd'hui qui a probablement commence à engendrer des craintes puisqu'on peut basculer dans des problématiques géostratégiques et non plus simplement des problématiques économiques. Évidemment, le prix de l'énergie baisse. Évidemment, ça favorise tous les industriels. Mais il n'y a pas que ça. Si vous étranglez la moitié de la planète qui vit pour une bonne partie au crochet de ce pétrole, ça va mal se passer aussi. Alors ça c'était sur l'actualité chaude de la semaine. On a dit qu'on dézoomait un petit peu le focus pour parler des événements structurants de cette année. Thomas, vous nous avez apporté un graphique concernant les GAFA, les fameux Google, Apple, Facebook et Amazon. Et Amazon, oui, et puis on s'est amusé, parce qu'on aime bien les comparaisons, c'est Paul qui nous a préparé ce document. Regardez la capitalisation boursière du CAC 40 et la capitalisation boursière de ces 4 valeurs. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que depuis 2005, le CAC a quasiment pas ou peu bougé. C'est la ligne noire. C'est la ligne noire que vous voyez à l'écran, oui, pardon. Elle est passée d'un petit peu moins de 1000 en 2005 à 1105. Donc on a une progression erratique, on peut le voir, un sommet en 2007, des creux très profonds, et dans le même temps, nos fameuses valeurs Internet qui étaient ultra volatiles le sont beaucoup moins, et surtout elles capitalisent 1500 milliards de dollars. 50% presque de plus que le CAC. Et voilà, c'est énorme, à 4, et j'ajouterai une dimension qu'on n'a pas à l'esprit, c'est que dans ces 1500 milliards de dollars, aujourd'hui, vous avez 400 milliards de trésorerie. Ouais. Donc elles sont propriétaires de la donnée, elles sont propriétaires des moyens de diffusion, elles sont propriétaires de l'intimité au travers de Facebook, et elles commencent à être propriétaires d'Amazon, c'est-à-dire un peu de culture. Ouais. Donc toute la donnée, toute la data, on est dans un monde qui change, toutes les données, les data sont dans leurs mains.
Il y a quelque chose qui ne change pas, c'est le CAC en France, parce qu'on met les foncières dans le CAC, ça risque pas de rattraper les valeurs technologiques. Il y a des foncières partout. Le foncier, c'est une dérivée de ça. C'est-à-dire que les gens qui travaillent dans ces boîtes ou les gens qui ont des actions de ces boîtes, ils achètent bien de l'immobilier. Faut pas. Mais c'est pas le même accélérateur quand même. Oui, on fera peut-être une émission sur le foncier parce que là aussi, on va passer d'une valeur refuge à probablement, en tous les cas, ce sont nos anticipations, une valeur d'usage pour les années qui viennent. On va probablement donner beaucoup moins d'importance. D'abord parce que les jeunes n'ont pas les moyens d'acheter, on oublie juste de le rappeler. S'il n'y a pas un coup de main des parents, des prêts à taux zéro économiquement, les nouveaux entrants n'ont pas les moyens d'acheter. Une question simple, pourquoi est-ce qu'on va mettre une foncière dans le CAC, une autre foncière, alors qu'on a du Dassault Systèmes par exemple, qui est une des belles réussites technologiques de ce pays? Il faut un équilibre. Et donc, dans cet équilibre-là, alors, vous dites une foncière, Klépierre et Unibail sont des foncières, mais sont en fait des centres commerciaux pour l'essentiel. Hein. Donc, c'est des foncières qui sont liées à la consommation. C'est pas Google. Mais c'est pas Google. Typiquement, on fait rentrer ces deux foncières, ce sont des valeurs d'usage. Donc moi, ça ne me choque pas plus que ça. Si on avait fait rentrer, je ne sais pas, des propriétaires de biens immobiliers dans Paris, c'était une aberration. Là, en l'occurrence, on fait entrer quelque chose qui a de la valeur, dont la valeur a augmenté avec la baisse des taux d'intérêt. Je rappelle que celle-ci est installée pour un petit moment et on verra qu'elles tiendront probablement à terme. Et puis, dans le même temps, pourquoi on ne fait pas rentrer Dassault Systèmes? Alors ça, pour moi, c'est une incohérence complète. Il me semble un peu surprenant qu'on ne fasse pas rentrer des valeurs d'avenir dans ce CAC, qu'on ait toujours des poids déraisonnables en Total et en Sanofi, qui polluent littéralement la lecture qu'on en a. On l'a suffisamment souligné ici. Dans l'actualité de cette année, au sens large, Hubert? Alors les effets de ces fameuses banques centrales sur les taux d'intérêt, on a eu les 4 premiers mois de l'année une espèce de folie, une fuite vers la qualité qui faisait qu'on pouvait imaginer que l'État français, l'État allemand pouvait s'endetter à taux négatif. Pour finir, on revient presque sur le même niveau. C'est très intéressant ce qui s'est passé. Il y a eu un emballement. On revient à la fin de l'année sur le même niveau avec très peu d'inflation, on est d'accord. Il y a eu un début de remontée des taux longs aux États-Unis, ce qui veut dire que les banquiers pouvaient faire un peu plus d'argent. Avec la montée des taux courts, on attend de voir les anticipations. Quand est-ce que ça va arriver, cette remontée des taux sur les rivages européens? C'est la vraie question aussi. On en a pour un petit moment. Là. On est tranquille encore un peu? Oui, on va continuer. Oui, les pressions désinflationnistes sont là. La croissance n'est pas encore de retour. On parle d'une croissance de 1,6-1,8% pour la zone. Et je ne parle même pas des chiffres français, donc, qui sont une des composantes. Il va de soi que ça va prendre probablement du temps, et le discours de Mario Draghi, bien que assez maladroit le 21 septembre, ne dit pas autre chose. C'est l'élément important de l'année, c'est qu'on était parti pour un cycle de croissance qui se développait assez violemment. Il est stabilisé aux États-Unis autour de 2,5, il est stabilisé en Europe autour de 1,5. Il est stabilisé en Chine, soit à 4%, suivant certaines analyses, soit à 7%, mais à la limite, peu importe, puisque ça se compare d'une année sur l'autre. Les volumes sont là. On a une croissance mondiale qui est entre 2,5 et 3%, suivant les méthodes de calcul. C'est bien, c'est pas monstrueux, c'est pas aussi bien que ce qu'on espérait, mais c'est pas un cycle de décroissance et encore moins de récession. Avec une question qui va se poser pour 2016, c'est peut-on encore faire de la croissance financière sans le quantitative easing américain? Parce qu'on a quand même été soutenu par ces politiques. Oui, mais parce qu'on a toujours nos visions qui étaient bipolaires, mais qui doivent bipolaires, qui reposaient sur deux mondes. Il y en a un troisième qui arrive, c'est le monde chinois, on l'a dit. Le yuan vient d'intégrer le DTS, ça en fait une monnaie de réserve. C'est la monnaie du FMI. Hein. Voilà, c'est le panier de référence du FMI, et quand vous êtes dans les DTS, on vous officialise comme monnaie d'échange internationale. Aujourd'hui, le DTS a fait sa place en prenant un peu de livres sterling, pardonnez-moi, et un peu de dollars. Donc une fois qu'on arrive et qu'on institutionnalise le yuan, vous imaginez bien que les États-Unis, qui vont retirer de la liquidité, donc du dollar du système, vont être remplacés par un bout du yuan. En tous les cas, c'est un de nos gros paris à nous. C'est-à-dire que les entreprises non contentes de gérer de l'euro, du dollar, vont désormais y ajouter. Et ça veut dire qu'il faudra mettre plus de valeurs chinoises, enfin en tout cas qui peuvent profiter de Chine? Non, ça veut dire que le commerce avec la Chine va être favorisé. L'entrée de l'OMC en était une des portes d'entrée, et le commerce avec la Chine sera favorisé, notamment les échanges, et les entreprises devront gérer plusieurs devises. Mais
les Chinois rentrent. L'annonce est aujourd'hui, la rentrée effective est en septembre. D'ici septembre, c'est assez compliqué de peser sur leur devise. C'est ça le problème, sachant que d'un point de vue de compétitivité, ils en ont besoin, mais qu'il faut aussi gérer des questions de dette en dollars. Alors les dettes en dollars en Chine, elles sont auprès d'établissements chinois, et tout ça est national, donc ou national ou régional, donc c'est moins dangereux que ça ne l'est ailleurs. Et quand même, il faut finir cette revue en disant le pétrole est à $37 le baril de Brent. Et ça, c'est quand même un événement très important de cette année. L'arrivée de la géopolitique, comme le soulignait Thomas tout à l'heure, la guerre entre l'Iran, une sorte de guerre entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, c'est très compliqué. Et la fragilisation du Venezuela, de l'Algérie, du Nigeria, de la Russie, etc. On ne peut pas créer le souk partout dans le monde. Il y a bien un moment, comme dit Thomas, il faudrait que les gens au Brésil ils finissent par bouffer. Pour dire rapidement. Voilà ce qu'on pouvait dire donc, de ces grandes tendances cette semaine et cette année. On passe à notre tableau de bord. Alors, un tableau de bord que l'on va découvrir tout de suite ensemble et que je vais laisser Thomas nous commenter. Ben voilà, ça bouge. Ça s'appelle le rock'n'roll, ça bouge un peu, ce qui est normal. Hein. Toute cette semaine a été riche d'informations, d'informations, et en fait, tous les sujets qui ont été traités, on les retrouve dans nos indicateurs. L'indicateur qui a été le plus agressé, c'est celui du stress de liquidité qu'on voit en 3. Le 2, celui des niveaux de dispersion des performances, nous intéresse, parce que c'est intéressant de voir qu'il y a une grosse dispersion des performances en ce moment. Les valeurs d'énergie continuent de plonger, les valeurs matières premières avec, et tout un tas d'autres valeurs continuent de monter sur des bons résultats. Donc, vous avez une dispersion importante. Le stress de liquidité, oui, on entre en terrain inconnu quand même. Donc, c'est rare de voir deux feux passer. Et oui, d'un coup, ça a été très violent, mais parce que c'était à la hauteur des attentes. Il a été question pendant un temps, c'est ce que le marché a commencé à calculer, qu'elles ne remontent pas, ces taux d'intérêt. Et ça, ils ont eu peur. Et là, ils ont eu peur. Et donc, du coup, ça s'est manifesté dans la liquidité et la volatilité. Sur la liquidité, à partir du moment où les banques vont avoir des taux de dépôt qui remontent, comme on a un excès de liquidité, la Réserve fédérale va probablement en reprendre. Elle ne pourra pas faire autrement qu'en reprendre. Alors, exactement. On fait un petit focus sur des graphiques. Alors, pourquoi on a pris deux périodes on a pris deux périodes parce qu'on a pris l'automne. Ça commence le 21 septembre. Commence le 21 septembre, et justement par un message de Mario Draghi qui a été pas inaudible, mais pas loin. Les marchés n'ont pas trop compris ce que Draghi nous expliquait, entre augmenter la valeur, la durée, baisser les taux, alors que finalement, ça nous semblait en tous les cas assez cohérent. Résultat, le 21 septembre, on voit que les indicateurs, notamment tectoniques, alors tectonique, c'est les tremblements de terre systémiques, là on a eu peur, et donc le niveau des perturbations s'est dégradé, le niveau de dispersion des performances s'est dégradé aussi. Par contre, ce qu'on a vu, c'est qu'en matière de stress de liquidité, elle était toujours pas là. Le refinancement n'inquiétait pas non plus. Bon, la version risque, c'est normal que quand on a quelques secousses, on soit un peu inquiet. La volatilité, par contre, paradoxalement, avait redescendu. Le momentum de marché ne bougeait presque pas. Et les corrélations, elles, commençaient un peu à se distendre. On a du mal à savoir si c'est mieux au 14 décembre qu'au 21 septembre au final. Moi, je vais vous dire, c'est mieux au 14 décembre. Pourquoi ? Parce qu'on a au niveau des plaques tectoniques, c'est stabilisé. On voit bien que finalement, ça n'était pas un risque systémique, qu'on est en train de passer au travers, que finalement, et c'est la lecture qu'en font un bon nombre d'opérateurs aujourd'hui peut-être, mais surtout, on est en train de passer au travers. Il reste encore la liquidité, ce qui est normal. On ne sait pas comment gérer cette période de remontée des taux. C'est normal qu'on soit en mode un peu stressé. Il y a une nouveauté pour 2016, on peut en dire juste un petit mot, c'est qu'en 2016, les trois grandes banques centrales, le Japon, les États-Unis et l'Europe, ont programmé leur réunion la même semaine pour éviter justement ce désordre de Mario Draghi parlant il y a 15 jours, troublant les marchés, les ont même fortement baissé, une dizaine de pourcents, en attendant que Mme Yellen parle. Donc là, on prendra toute la même semaine, alors il y aura du stress ces semaines-là, mais on évitera l'incompréhension, parce qu'évidemment, la décision de Janet Yellen avant-hier n'est pas sans avoir passé au moins un petit coup de téléphone chez Draghi, peut-être même plusieurs. Alors, on reste en mode 3, malgré la dégradation des indicateurs de cette semaine. On aurait presque... On frôle le 4, non ou pas ? Non, on a frôlé le 4 le 21 septembre.
On a frôlé le 4 sur la mieux. cohérence. Et là, en fait, comme les choses sont cohérentes par rapport à ce qu'on attendait, on est plutôt conforté dans notre mode 3, quitte à ce qu'on bascule au début de l'année en mode 1, peut-être. Voilà, pour les donc ce nouvelles qu'on du pouvait front. dire sur Météo. cette météo boursière et cette rubrique tableau de bord. On passe à notre performance. Alors, je vous invite tout de suite à redécouvrir à nouveau notre performance de la semaine et depuis le début de l'année. Bon, on l'a commenté en début d'émission. Ça nous permet d'enchaîner tout de suite avec donc, les variations d'un point de vue sectoriel. Qu'est-ce qu'il faut retenir sur ce tableau ? Il faut retenir que la performance d'abord cette semaine est plutôt bonne, puisqu'on arrive encore une fois à battre l'indice. On est toujours dans le thème du stock picking comme on l'avait dit. Ce qui est intéressant, c'est de les voir qu'on les bat grâce au thème cyclique. Donc on conforte l'analyse suivant laquelle on est bien en train de rapatrier en Europe une partie des gains issus de la baisse des taux d'intérêt, de la baisse de l'euro, mais aussi de la hausse du dollar. Les planètes alignées. Les planètes alignées, on est revenu un petit peu aux fondamentaux qu'on avait vus en début de saison, si j'ose dire, en début d'année plus exactement. Donc c'est plutôt sain, la hausse se fait de façon homogène, on est plutôt très content de ce point de vue, et même les valeurs défensives du CAC qui pourtant ont monté assez violemment, eh bien on arrive à accrocher le wagon et à se retrouver avec un potentiel qui est encore relativement élevé aujourd'hui, 12,48 sur l'indice pollué par les énergies et 11,17 pour interaction, me semble encore des beaux potentiels. Le potentiel est supérieur, puisque comme dit Thomas, pourquoi c'est pollué par l'énergie ? C'est pollué parce que les analystes financiers n'ont pas le temps de réviser à la baisse les bénéfices de Total qui sont extrêmement compliqués à approcher. Probablement ceux de Suez, d'Engie, et d'EDF, alors surtout le dossier EDF est de plus en plus incompréhensible pour les gens normaux, même s'il va sortir du CAC. Et pourquoi il est supérieur ? C'est parce que nous sommes investis à 92% et qu'on a un potentiel quasiment équivalent, donc en fait il est supérieur. Bon. Exactement. Hubert, vous nous avez apporté des graphiques en provenance de CPR AM. On va les découvrir tout de suite ensemble. Je vous laisse nous les commenter. Bon, alors c'est un petit bilan. Les spécialistes de CPR disent que les performances boursières ont été au rendez-vous. Le graphique se passe de commentaires. Les actions ont été au rendez-vous cette année. Alors, il faut décrire les lignes parce que... Les actions, c'est ce qui monte le plus. C'est pas très compliqué. Voilà, c'est tout en haut. Le reste, c'est les taux d'intérêt. Et les actions... On est en bas 100 depuis un an. Voilà, et c'est mondial. Ce sont des données mondiales. Donc il y a les taux d'intérêt. On voit bien quand même le fait que la bourse européenne, la bourse japonaise soit bien tenue, que la bourse américaine est stagnée, ça suffit face à des fortes baisses un peu partout. Alors, il ne fallait pas lâcher prise au moment de l'été. Ouais, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais si on va d'en bas à gauche à haut à droite, c'est vrai qu'on aurait pu partir tous en vacances, comme c'est souvent le cas à la fin du mois d'avril. Mais à la fin du mois d'août. Alors le deuxième graphique, c'est les actions ont connu donc des périodes de stress. C'est ce qu'on était en train de dire. On le voit. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Ça a monté, ça s'est stabilisé, ça s'est écroulé, et puis ça remonte avec donc cette bonne performance des actions européennes, des actions japonaises, qui sont en Europe, on a à peu près maintenu les estimations de bénéfices en les révisant légèrement à la baisse. Au Japon, on les a révisées à la hausse. Ça veut dire aussi que la bourse, de temps en temps, les fondamentaux servent à quelque chose, et ça sert à quelque chose. Ce qu'on essaie de faire, c'est-à-dire d'anticiper sur ce que le marché va attendre des entreprises. Et ça, c'est intéressant aussi parce que, en fait, les marchés américains ne présentent pas forcément les meilleures performances cette année. Alors que non, il y avait déjà la hausse des taux. Oui, mais les marchés financiers sont, on l'a dit ici, des marchés de dérivés secondes, c'est-à-dire d'accélération des bénéfices, et il n'y en a pas aux États-Unis. Donc ils en sont réduits, entre guillemets, à acheter des actions parce qu'ils ont énormément de trésorerie. On l'a vu dans le graphique qui explicitait les GAFA au début. Toutes les entreprises ont en règle générale beaucoup de trésorerie, ils ne savent pas quoi en faire. Alors, pour moi, c'est un peu l'échec du capitalisme quand on est en train de racheter ses propres actions ou qu'on fait quand on ne sait plus quoi faire de son argent. Je me souviens très bien de Bouygues qui avait opéré une distribution comme ça. Je pense que Bouygues, 3 ans plus tard, aurait été heureux d'avoir le cash pour faire ses courses, notamment en matière de téléphonie à l'époque. Alors que, alors voilà, est-ce que c'est dur d'expliquer aux actionnaires qu'il vaut mieux qu'on attende plutôt que de leur restituer l'argent et obéir aux fonds spéculatifs
moi, je pense qu'il faut rester investisseur long quand on est dans des entreprises qui sont des supports long terme. Et quand on a trop d'argent, souvent on fait des bêtises. Soit des croissances externes un peu folles, bon alors, sachant que il n'y en a pas eu trop parce qu'on ne paye pas très cher les taux d'intérêt, l'endettement, donc elles paraissent folles, mais elles ne le sont pas toujours. Mais bon, historiquement, quand la France et l'Angleterre ont eu trop d'argent, au tout début du XXe siècle, ils ont prêté à la Russie. En attendant, Interaction, on n'a pas trop d'argent, vous pouvez toujours souscrire à ce fonds. On saura quoi en faire, car c'est aussi un fonds commun de placement, en plus d'être une émission interactive et transparente qui nous amène directement à la dernière partie, la gestion d'Interaction. La gestion, le portefeuille de la semaine, on va le découvrir ensemble, ce portefeuille, pour voir, en effet, on a vu d'un point de vue sectoriel déjà ce qui avait marché. On va voir déjà les arbitrages. Les arbitrages, oui, les historiques. Alors les arbitrages, cette semaine, on n'en a pas fait. On a racheté un peu de Wirecard. Oui, on l'avait annoncé la semaine dernière. Qui avait été annoncé la semaine dernière, donc ça a été fait. On les a achetés à 45,14, ça vaut 45,15. On rappelle Wirecard parce que c'est pas aussi connu que Renault ou Peugeot. Ni même qu'Ingenico. Ni même qu'Ingenico. on est sur les technologies embarquées, des cartes à puce et des choses comme ça. Ça va beaucoup nous aider si le monde des GAFA explose, comme ça semble être explose dans le bon sens. Dans le bon sens du terme, se développe. On va utiliser des termes appropriés. Donc on est allé sur ces valeurs. On a renforcé Alten et Technicolor. C'est une valeur quel pays, Wirecard? Je ne vous dis pas de bêtises, je pense que c'est anglais. Ça sonne anglais en tout cas. Ça sonne anglais, mais ça peut être... le siège peut être déposé ailleurs, c'est pour ça que je me Renault par exemple, on est le parfait exemple. Voilà. Et puis on a vendu Total et Saint-Gobain, toujours sur la même conviction, d'abord sur Total que l'énergie allait continuer de peser sur les cours. Et on est sorti de Saint-Gobain et Vicat. Et on est sorti de Vicat en totalité, de Saint-Gobain. J'allais dire erreur de casting sur l'année. On s'est un peu trompé. Sur Saint-Gobain ? Sur Saint-Gobain, oui, notamment. Sur les deux, c'est vraiment lourd. Aussi. Et Vicat, c'était pas terrible non plus. Saint-Gobain, on l'avait pris en privilégiant Legrand. C'est-à-dire qu'on avait Saint-Gobain était pour compléter, je dirais, la ligne de Legrand. Ouais. Legrand était le bon pari. Legrand, ça a très très bien marché. Et Saint-Gobain, ça a été plus difficile. Alors Vicat, ça a mieux marché que Lafarge-Holcim, mais c'est pas suffisant. Puisque l'ensemble des cimentières ont souffert. Lafarge-Holcim perd 38% sur l'année, pour vous donner une idée. Voilà le détail maintenant du portefeuille. Le voilà. Alors là, vous avez la performance donc hebdomadaire, une hausse de 2,91. Ce qui nous plaît beaucoup cette semaine, comme d'ailleurs les semaines précédentes, et on le verra peut-être sur la performance année aussi, on retrouve plusieurs titres qui ont contribué à la surperformance. Vous les voyez classés par ordre d'apparition à l'écran. Orange, qui a progressé de 4,93 cette semaine. Ce qui est fort parce qu'ils se prennent une amende colossale et ça progresse. C'était dans les cours, on le savait, voilà, donc ça va renforcer la trésorerie de Bercy, on est très content pour eux. La Société Générale rebondit dans des proportions qui nous vont bien aussi. Thales, Rheinmetall, nos choix toujours, Euro, armement, technologie embarquée, tout ça paye. Veolia, on a vu les résultats excellents. Antoine Frérot mène sa barque de façon remarquable. Technicolor, Deleuze, le thème américain qui nous est cher. Et puis au bout de la piste, on a, mais j'allais dire pour des baisses somme toute assez faibles, 0,25, 0,63. On a Legrand et Alstom, c'est pas un sujet pour l'instant de notre point de vue. On a dit qu'on regardait depuis le début de l'année. Voici le portefeuille d'interaction depuis le début de l'année. Le top. Les performances, les tops et les flops. Les tops et les flops. Donc vous voyez que les tops, on en a encore quelques-uns en portefeuille. Vous verrez plus globalement que les flops, on en a beaucoup moins. Dans les tops, on retrouve Thales, remarquable. Nous, on est vraiment ravis. Capgemini, avec des performances de 45%, c'est énorme. Et on est content, pourquoi? Parce qu'on a géré après de la pondération. À mesure que les pondérations montent avec les hausses, on vend et c'est plutôt pas mal. Vous voyez 1,71 de contribution sur Thales et 1,15 sur Cap, c'est énorme. Et Capgemini, au fur et à mesure, quand on a vendu Capgemini, on a eu tendance à se renforcer en Atos, qui est pas mal non plus. Qui est pas mal non plus, et qui est le suivant, si j'ose dire. C'est intéressant. Il n'est pas dans les contributions parce qu'il n'était pas là au début. On retrouve Veolia, dont je vous parlais à l'instant. Airbus, alors Airbus, on l'a très bien travaillé, on a eu de la chance. Je ne dirais pas la même chose d'un titre dont je parlerai un peu plus loin. Essilor, on l'a très bien prise aussi pour une valeur défensive, on l'a pris
plutôt bien. Oui, plutôt bien. Unibail et AXA, on en est sorti. AXA, on le regrette un peu parce qu'avec la hausse des taux, elle se recomporte à nouveau bien, mais on est allé sur la score, je le rappelle. Oui, quand on voit Allianz et AXA qui progressent dans des proportions presque équivalentes, non pas tout à On ne fait. regrette pas d'avoir Allianz. On ne peut pas regretter d'avoir de l'Alliance. Voilà. Et alors, dans les flops, oui. on retrouve des flops qui ont été mal travaillés. La Société Générale en fait partie. L'Oréal. Qu'est-ce que ça veut dire mal travaillé? Mal travaillé, c'est qu'on est rentré sur le titre au mauvais moment et on en est sorti au mauvais moment aussi. Ça s'appelle Gamel, puisque vous voyez que le titre progresse de 23,44%, que son poids c'est 3,19 et que pour l'instant on est en contribution négative. Donc on a pour l'instant mal acheté. On reste en position sur le titre. Alors en relatif, qui est la dernière colonne que vous voyez que ça nous coûte finalement que 0,03 par rapport à l'indice. C'est pas très grave en termes de budget de surperformance, mais malgré tout c'est énervant. Sur Vicat, on a choisi de couper. Vous voyez que le coût est relativement faible, ça nous coûte 0,17. Et puis dans les grosses gamelles, on a Santander qui nous a coûté cher. Oui, ça c'est une gamelle, c'est une vraie gamelle. C'est un pari. Gamelle, vous voyez, moins moins 30... qui n'a pas marché. Voilà, moins 31%, ça s'appelle une gamelle. Et puis il y a des choses qui sont un peu contre-intuitives. Et il y a Néopost qui est une demi-gamelle sur l'année. Néopost, on a beaucoup commencé. Mais on a sorti les deux. Mais on a bien fait de sortir tôt parce que Néopost aurait pu être pire, comme moins 55. Moins 55 et moins 0,24, ça aurait pu nous coûter 1,5% et on a coupé. Il faut savoir vendre aussi de temps en temps. Il y a des choses qui sont paradoxales. On voit Airbus, on voit Thales qui sont en haut de tableau et Safran en bas de tableau. Alors qu'on pourrait dire qu'on pourrait les mettre dans le même panier, a priori, de loin. Ben oui, mais Safran, on voit qu'on l'a mal travaillé aussi. Vous avez un titre qui prend 26%. Dans une année qui est extrêmement volatile, on voit que c'est dur de traiter ces titres. Donc une fois qu'on rentre, il ne faut pas qu'on ait un horizon court terme sur ces titres. On l'a toujours. Vous voyez que Safran est une position forte à 2,50. Ce n'est pas négligeable. Pareil pour la Générale. Pareil pour Bolloré et le Crédit Agricole. Donc, pour l'instant, on les a en portefeuille. Bolloré, 12,68. Si on l'avait eu, c'était comme contre indice. On faisait la même chose. Bon, voilà. Allez, mais juste sur Airbus, Safran Thales, Airbus a été particulièrement bien travaillé, puisque quand il y a eu une annonce de problème de livraison chez Zodiac, on a presque instantanément baisser tout le secteur, et notamment Airbus, malgré son poids, malgré la grande compétence, etc. On regarde les valeurs du CAC cette fois, depuis le début de l'année, c'est aussi des commentaires intéressants. Mais oui, parce que vous voyez que les principaux contributeurs à la hausse du CAC, par ordre d'apparition à l'écran, Airbus, AXA, Sanofi. Autrement dit, vous avez, si on additionne les trois contributions, on a déjà un tiers de la contribution de l'indice, ou quasiment un quart d'ailleurs, qui est dans les mains de 18% de la pondération de l'indice. Donc c'était dur d'y échapper. C'est pesanteur en fait. Voilà, et donc quand on voit cela, on se dit qu'on a bien fait de se dégager de l'indice pendant un temps, parce que ceux qui sont restés dessus ont été un peu collés, notamment sur la deuxième partie de l'année. Et on le retrouve au travers des moins bonnes contributions que vous avez. Et là, en matière de catastrophe, vous avez GDF, Engie, qui est quand même qui a baissé de 16%. Arcelor. GDF et EDF, quoi. L'énergie EDF, douille un maximum. 43% de baisse, enfin c'est considérable. Donc ça fait un peu mal. Ça fait mal à l'indice, mais bon, en même temps, c'est la vie. Bon. Les indices. Qu'est-ce qu'on fait, cette semaine et pour les 15 jours qui nous séparent de la prochaine émission? Alors, on a eu, avant que je vous rejoigne, on avait une petite discussion stratégique. Est-ce qu'on arrive à capter de l'alpha? On est en surperformance, c'est bien, compte tenu du niveau de risque. On rappelle l'alpha peut-être. Alors, l'alpha, c'est ce qu'on a appelé nous aussi le stock picking, le choix des valeurs. Et ce choix de valeurs qui a beaucoup payé au deuxième semestre, qui nous a permis d'être en retard sur l'indice au 30 juin, on est passé largement en avance, et je rappelle que c'était un indice dividende réinvesti. Donc on a fait une belle performance. La question c'est est-ce qu'on capte ou est-ce qu'on arrive à capter cette surperformance en se disant on vend toutes les idées fortes, on se met dans l'indice et on attend? La réponse est non. On pense que... Ce serait la jouée placée en langage de course. Voilà, exactement. La réponse est, on pense, nous, qu'il n'y a pas de raison aujourd'hui, il n'y a pas de raison systémique, il n'y a pas de raison que ces titres qu'on a en portefeuille soient entraînés dans un plongeon abyssal. S'il y en avait un, évidemment, on se reposerait la question, mais au moment où on parle, on ne voit pas de signe qui nous permettrait de sortir de ces idées. Normalement, ça doit continuer de payer. La question qu'on se pose, c'est, y a-t-il un rebond dans les 8 jours qui viennent ?
C'est possible, mais auquel cas, a priori, on est bien armé pour. Et puis, on pourrait éventuellement faire des contrats futurs sur les 7% de liquidité. Hubert, gérer la fin de l'année, c'est toujours une période un Non, peu la fin de l'année, compliquée, c'est compliqué à gérer. C'est compliqué à gérer parce qu'il y a des ajustements de portefeuille et il y a des anticipations. Souvent, c'est bon. Donc, les gens ont peur de louper le train, mais il peut y avoir des faux départs, des airshots, comme on dit au golf. Bon. Et donc, ce qui est important, c'est dans le portefeuille, c'est qu'on voit bien cette année que les fameux 10 à 13% de hausse des bénéfices moyens, ils risquent d'être au rendez-vous pour l'Europe, compte tenu des gains de productivité, compte tenu du petit effet volume et du tout petit effet d'inflation. Donc on pense qu'ils vont être au rendez-vous. Ça veut dire que les gagnants, c'est uniquement l'analyse financière qui va les donner. C'est pas uniquement, mais c'est l'analyse financière qui va donner les gagnants quand on se reviendra dans un an. Il va falloir être au rendez-vous. Et on a vu, bon, l'exemple c'était Schneider. On a vu que quand c'est pas au rendez-vous, c'est extrêmement facilement sanctionné. Donc il faut faire attention. Et alors il faut peut-être un tout petit peu regarder aussi les bilans, puisque cette semaine on a eu une étude qui sème totalement le trouble chez Casino et chez Rallye. Les analystes disent grosso modo que Casino vaut beaucoup moins et donc que Rallye vaut beaucoup moins que zéro. Donc on voit quand même que les montages, il faut quand même les regarder de temps en temps, parce qu'on a d'un côté des sociétés qui ont trop de cash, on l'a cité, on en a cité plein, et de l'autre côté des sociétés qui ont peut-être profité de l'argent pas cher pour faire... Des montages un peu complexes. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont dans des univers de croissance faible, et donc en mettant du levier, ils pensent maximiser, multiplier par l'effet multiplicateur ce levier et cette croissance embarquée. Sauf que si elle n'est pas au rendez-vous, un levier, ça marche dans les deux sens. Les taux coûtent plus en plus... Si Oui, et puis Altis, par exemple, est un bon exemple de ce qui pourrait entraîner un problème si la croissance n'était pas totalement au rendez-vous. Voilà, même si c'est du cash flow. Allez, on regarde pour se faire plaisir et pour finir cette performance depuis le début de l'année. Presque 15% pour Interaction à l'heure où l'on se parle. 12% pour l'indice de référence dividende réinvesti, le CAC 40. Hubert ? Écoutez, le job est fait pour le moment, mais... moi, je dirais jamais avant le poteau, pour rester dans les termes hippiques. La fin de l'année, c'est pas le 18 décembre. Et c'est un travail tout au long de l'année. Hein. C'est pas fini au 31 Et décembre. on reste, ça se construit jour par jour. Et on reste vigilant. Je peux vous dire qu'on a le nez sur nos écrans. C'est pour ça. On sera content de vous retrouver pour 2016 et de nouvelles aventures d'Interaction. Merci de nous avoir suivis toute cette saison. Et puis, je vous souhaite de bonnes fêtes à vous, messieurs, et à vous tous qui nous suivez. À bientôt.